égayer notre soirée avec cet humour quand même noir, on l'admettra, mais de l'humour néanmoins. La parole est désormais à vous. Un instant. Il y a néanmoins quelques conditions, alors nous allons prendre par série de 3 questions et laisser les panélistes répondre. Ensuite, je demande à ce que chaque question, et je serai un tortionnaire impitoyable pour quiconque ne respectera pas ces conditions, les questions doivent être courtes, claires et respectueuses. Et je vous demande de faire travailler votre esprit de synthèse et d'éviter les récits autobiographiques ou les trop longs prologues. Alors, je vais prendre 3 mains levées. Que le meilleur gagne. Monsieur, madame, et est-ce qu'il y a une 3? Et monsieur. Ali Kaïdi, membre fondateur d'ACNAD. Ma question s'adresse à Madame Maillot. Elle a parlé de multiculturalisme. Elle a dit que la religion, le multiculturalisme se sert de la religion. Mais elle a oublié de dire que les religieux se servent aussi du multiculturalisme. Là est la convergence entre l'intégrisme et le multiculturalisme et la laïcité ouverte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Plus, vous avez parlé de multiculturalisme, il a un fondement néolibéral. Ce que vous avez dit, comment expliquer la gauche qui est antilibérale se trouve dans le multiculturalisme? Et merci. Merci. Ce que je voulais dire surtout, c'est j'aimerais qu'on remette la charte qui a été dit, etc., dans un certain contexte, qui est une question fondamentale. Est-ce que l'islamisme peut composer ou pas avec la laïcité? Est-ce que l'islam pourrait véhiculer les mêmes principes que ce qu'on demande de nous pour la laïcité? Et là, je réponds à moi-même pour dire, malheureusement, d'après ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu, parce que l'islam, c'est l'islamisation. Enfin, l'islam, je fais la différence, hein, c'est pas la religion dont je parle, c'est l'islamisme, l'idéologie. Donc, l'islamisme, il a toute une théorie faite qui est la charia, enfin, une constitution même, qui est la charia, avec des règles, avec des lois, avec ce qu'on doit faire le matin, avec quelle main on doit manger, comment on doit dormir, et tout est expliqué, tout est codifié dans la charia. Et ce que la charia a oublié, et ce que le bon Dieu n'avait pas dit dans le Coran, le prophète Mohammed s'en est souvenu et l'a aussi rajouté. Donc, quand on ramène tout ce qui est interdit et qu'on ajoute que la religion musulmane est bonne pour tous les temps et dans toutes les ères. Ce qui fait qu'on a maintenant un espace très étroit pour faire passer la discussion avec eux sur la laïcité. Je viens d'organiser cet été-là où l'islamisme donc il est en son plein et on n'a pas pu
des islamistes de leur propre pays, où on leur interdisait d'appliquer leur charia, etc., ils ont été en France, et c'est là où ils ont constitué leur noyau pour s'imposer, pour faire, en Grande-Bretagne actuellement, 6 ou 7, je crois, tribunaux. Votre question, s'il vous plaît. Votre question et à qui est-ce qu'elle s'adresse? J'ai pas la vôtre. C'était un commentaire. C'était juste une C'est un commentaire. Merci beaucoup. Monsieur Lavoie. J'ai travaillé longtemps aux Nations Unies et la question que j'ai posée à un moment donné dans le devoir, c'est comment ça se fait qu'en 20 ans aux Nations Unies, je travaillais avec des musulmanes, avec des juifs, avec des gens de toute nationalité. Comment se fait-il que je vois plus de femmes voilées ici à Montréal en une journée que je n'en ai vu aux Nations Unies en 20 ans, ou à New York, dans le centre-ville, en 20 ans? Personne ne m'a donné de réponse. On a commenté beaucoup sur ce que j'avais dit. Personne ne me dit comment ça se fait qu'on voit autant de femmes voilées ici et que c'est rendu que sur Jean Talon, les femmes ne peuvent plus se faire servir dans les cafés. Est-ce qu'on est encore à Montréal? Moi, je reviens à Montréal, je suis renversé de voir le changement en quelques années. Une question simple et qui devrait servir à faire la lutte à un moment donné, une lutte pour éclairer, si on veut. La question, c'est simple. Qu'est-ce qui vous empêche de constituer, chacun d'entre vous, de constituer votre propre religion et de définir un costume pour votre religion? Je suggérerais, par exemple, la robe du Ku Klux Klan, ou bien une religion de nudistes, et d'exiger ensuite d'aller travailler de cette façon-là. Et là, vous êtes... Comme avocat, je suis prêt à vous défendre jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême a bien dit un jugement parfaitement imbécile quant à moi, et je risque d'être rayé du barreau pour ça. La Cour suprême a dit que si vous avez une croyance sincère en lien avec votre religion, ça s'arrête là. Les hôpitaux psychiatriques sont pleins de gens qui ont des convictions sincères. En fait, c'était juste un commentaire. Je vois qu'il y a beaucoup de partisans du nudisme ici. Là, y a-t-il une association des nudistes? Je ne sais pas, je m'interroge. Peut-être que je l'ai oublié tout à l'heure, j'ai oublié de la nommer. Ça, c'est pour l'after party. Non, y a-t-il des raéliens parmi nous ici? Est-ce que même eux ont un avis sur la charte? Par rapport à ce que vient de dire M. Sirois, après je viendrai à la question, les deux questions d'Ali. M. Sirois, d'abord, je vous félicite pour votre article dans Le Devoir que j'ai beaucoup apprécié. Des voix comme la vôtre, on a besoin de ça, même quand vous suggérez le nudisme. Bon, écoutez, je pense que je ne suis pas certaine, mais je pense qu'en Belgique, il y a déjà quelqu'un qui a mené une bataille pour se faire photographier, une photo officielle, je ne sais pas si c'est sur le permis de conduire ou quoi que ce soit, avec une passoire à spaghetti sur la tête. Ouais. Bon, ça s'est déjà fait, ça peut se faire, là. Ici, je sais aussi qu'à la SAC, là où on doit se faire photographier pour le permis de conduire, il y a une dame qui, à un moment donné, est allée, elle avait une barrette dans les cheveux, on lui a demandé d'enlever sa barrette. Alors, elle a dit, pourquoi j'enlèverais ma barrette alors que madame peut se faire photographier avec son voile? On lui a demandé d'enlever sa barrette, elle s'est fait photographier. Elle est allée porter plainte, je pense. Je ne sais pas si c'est à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, mais on a dû refaire la séance de photos et les retourner pour faire prendre une photo avec sa barrette. Mais elle ne peut pas sourire, même si elle porte le voile. Bon, alors par rapport à la question d'Ali, Lucia Ferretti qui dit on se sert de la religion pour imposer le multiculturalisme, évidemment la réciproque est vraie aussi. D'ailleurs, c'est ce que je développe dans certains de mes articles, dans mon livre. On se sert du multiculturalisme
Oui, pour faire passer le religieux pour que ça devienne multiconfessionnel. Alors, on fait la promotion du respect de la diversité, du respect des différentes cultures. On se sert, par exemple, de l'article 27 de la Charte canadienne. Et la laïcité ouverte dont parlait Jimmy là, ben c'est ça. Alors, c'est, autrement dit, c'est le multiculturalisme appliqué aux religieux. Alors, ça donne, autrement dit, Queen's Park qui récite 8 prières avant de commencer. Alors, c'est sûr que l'un est le corollaire de l'autre. Ça fonctionne ensemble. Ça dépend de sur quoi on veut mettre l'éclairage principalement. Pour ce qui est de la question, comment expliquer le comportement de la gauche? Ben, la gauche, c'est comme si ils avaient décidé de changer les prolétaires pour les immigrants. Alors maintenant, ils parlent davantage des immigrants. La gauche, dans l'analyse qu'ils font, ils disent que souvent, parce que l'Occident a été impliqué dans des pays musulmans, elle est fautive et elle est en partie responsable de ce qui est arrivé. Et c'est une des raisons pour laquelle, à ce moment-là, on appuie donc les immigrants. Je pense que ça fait partie de leur analyse. Aussi parce que la gauche, moi je taquine en disant de naissance, elle est anti-américaine, elle est anti-israélienne et elle est pro-palestinienne. Alors les femmes ici qui portent le voile, ce sont les victimes, les immigrantes, victimes des Américains, victimes d'Israël et victimes de l'Occident. Donc, autrement dit, on doit les protéger. Je pense que, grosso modo, c'est l'analyse qu'ils font. Il y a aussi un autre élément que j'ai abordé, effleuré, c'est que la gauche a toujours été très embarrassée par la question nationale. Ils ont de la misère avec le nationalisme. La lecture qu'ils font, c'est que les chartes nous ont permis de sortir donc d'une nation qui pouvait être tyrannique, soit par rapport à une autre nation ou par rapport à des minorités. Alors c'est pour ça, quand ils parlent des chartes, ils parlent toujours de droits fondamentaux et qu'on doit s'en remettre aux chartes et non pas à la nation ou, si vous voulez, à la majorité. C'est donc la raison aussi pour laquelle ils vont appuyer par exemple, le port de signes religieux, et c'est protégé par les chartes, ils vont appuyer toute cette démarche-là parce qu'ils considèrent ça comme dangereux de remettre la décision dans les mains de la nation. Ils ne le diront pas ouvertement. Mais si vous lisez, par exemple, des textes d'Alexa Conradi, qui était il n'y a pas si longtemps à Québec solidaire. Je pense qu'elle était présidente de Québec solidaire. Maintenant, elle est rendue dans une succursale de Québec solidaire qui est la fédération. Elle est présidente de la Fédération des femmes du Québec. Si vous lisez certains textes qu'elle a écrits, on retrouve cette analyse-là. Donc, on condamne le nationalisme, on condamne la question de la majorité. Alors c'est complexe, mais tout ça est là et ça fait qu'on a une gauche qui, finalement, a abandonné le combat laïque au point où elle traite aujourd'hui des militants laïques comme nous, ici, ce soir, de racistes et de xénophobes. Juste renchérir, comme disait Louise, effectivement, je pense que pour beaucoup de gens d'une certaine gauche, parce que ça m'insulterait d'associer toute la gauche à ça, parce que je me considère de gauche, je me suis considéré toujours de gauche, et je ne m'associe vraiment pas à ça, puis, pour être très honnête, c'est quelque chose que je vomis, mais effectivement, on remarque, et c'est très visible quand on regarde, par exemple, les textes qui ont été faits soi-disant laïcité féministe de la FFQ, que ça part aussi d'un abandon de la critique des religions comme étant sexistes, misogynes, homophobes, et d'un mouvement qui dit on va se réapproprier nos religions, et là on nous amène de l'avant les féministes catholiques, les féministes musulmanes. Au même moment où on a ce débat-là, il y en a un au Centre Saint-Pierre avec la FFQ, où on a invité, là, comme si c'était des courants impressionnant du féminisme, une féministe catholique, une féministe musulmane. Quand on regarde les chiffres, je les regardais hier sur Statistique Canada, au Québec, là, il y a à peine 20% des gens qui pratiquent une religion, je pense. Chez les jeunes, c'est tombé, pour ce qui est des jeunes francophones, à 5%. Et là, on nous ramène comme si c'était une grande question de notre époque, les féministes catholiques qui se
demandent comment ils vont réintégrer, ils vont réinterpréter leur dogme. Alors, pareil comme si ce n'était pas quelque chose qu'on devrait plutôt tourner la page et passer à autre chose et passer dans un autre millénaire. Monsieur Sirois parlait tantôt, la question est revenue dans notre groupe que j'ai créé, LGBT pour la laïcité, si on ne devrait pas avoir justement une religion qui nous dirait que la bonne façon d'être, c'est d'être comme notre Créateur nous a créés, c'est-à-dire nus, et d'aller se présenter comme ça au travail ou prendre nos photos à la Saxe en blague. Mais ça, il y avait dans le Journal de Montréal hier quelqu'un qui est allé avec une casquette et qui a réussi à se faire prendre en casquette à la photo en invoquant qu'il était juif et musulman. Juif-musulman. Alors, il y avait comme j'ai écrit sur la page, il y avait un hémisphère de son cerveau qui lançait des roches à l'autre, puis l'autre répondait avec des vraies balles, et il y avait tout un mal de tête. Il disait qu'il y avait un sérieux mal de tête. Je vais essayer de faire 3 commentaires très brièvement, parce que ce sont des questions importantes qui viennent d'être soulevées, à savoir le premier, en fait, le lien intrinsèque entre le multiculturalisme et les intégrismes. Alors, la définition, en fait, du multiculturalisme, c'est la reconnaissance des communautés, plutôt que l'individu abstrait, libre, celui des Lumières. La liberté de religion, en fait, au Canada, de façon générale, elle est reconnue sur la simple évocation, comme le disait tout à l'heure, de la bonne foi. Donc il suffit d'évoquer la bonne foi pour que le juge ait l'obligation de tenir compte de l'affirmation religieuse. Et c'est ce qui mène aussi non seulement à la reconnaissance de la liberté de religion, mais aussi à l'intégrisme religieux. Donc nous avons un système juridique qui légitime l'existence des intégrismes religieux. C'est ça la véritable question. Et celle qui s'est souciée de ce problème, ça a été l'ancienne juge de la Cour suprême, Lheureux Dubé, qui a clairement dit dans un entretien au Devoir, voilà quelques années, qu'il n'y avait pas de ligne ici établie entre la religion et l'intégrisme religieux. C'est-à-dire qu'au Canada, on considère que l'intégrisme religieux, c'est aussi l'expression de la religion, plus encore que, un intégriste, on doit le satisfaire. Et d'ailleurs, concernant donc l'analyse qu'elle a faite, elle a remis en cause le jugement de la Cour suprême concernant le Kirpan en se démarquant de lui, en disant que la Cour suprême avait erré sur cette question, et également dans l'affaire de la souka. Vous savez, la souka, cette petite cabane que les juifs orthodoxes construisent à l'automne pour essayer donc d'accueillir le soi-disant Messie. Donc elle a clairement dit que c'était des manifestations de l'intégrisme religieux qui ont été reconnues. Lorsqu'on reconnaît une manifestation religieuse et qu'elle devient la norme sociale, ça veut dire que l'État est là pour légitimer l'intégrisme religieux. Et c'est ce qu'on vit au Canada depuis de nombreuses années, avec la complicité de l'élite, d'une certaine élite multiculturaliste. On a toute une élite multiculturaliste qui banalise les demandes d'accommodement religieux et qui sont là pour dire et répéter et marteler, mais il est où le problème? Y en a-t-il de problème? La deuxième question, pourquoi est-ce qu'on dit que le multiculturalisme, il est par essence néolibéral? Quel est le lien qui existe entre le multiculturalisme et le néolibéralisme? C'est très simple. Le multiculturalisme, c'est la reconnaissance des communautés religieuses. Et c'est la reconnaissance des lobbies politico-religieux. Ce sont des lobbies privés. Ce sont des lobbies privés qui sont tellement puissants, qui sont financés, qui par moments sont capables de concurrencer l'État.
l'État redistributeur. Or, le premier rôle d'un État, eh bien, ça doit être de régir le lien social, c'est-à-dire cet équilibre complexe entre les droits et entre les devoirs, mais en même temps, eh bien, redistribuer. Or, depuis les années 90, eh bien, l'État-providence a du mal, l'État-providence a perdu du poil de la bête, son image est quelque peu ternie, et on le voit ici au Québec, à quel point, dans quelles conditions, par exemple, vivent les écoles publiques, alors qu'on trouve du financement pour financer les écoles confessionnelles. C'est tout de même un principe fondamental de la démocratie qu'on brise, à savoir, eh bien, l'argent commun doit financer le bien commun et ne doit pas financer un particularisme quelconque. Or, ici, on met la main dans la cagnotte commune pour financer et reconnaître un particularisme. Donc, on brise le principe même démocratique. Le troisième point sur lequel je voulais revenir tout de même, qui est très important, c'est toutes les batailles qui sont en train de se jouer à l'ONU depuis les années 90. Bon, dommage que monsieur est parti, mais à l'ONU, il y a des États clairement identifiés. Ce sont les États, pour la plupart des États musulmans, qui font des alliances avec le Vatican, eh bien, pour entacher toutes les résolutions internationales du respect des religions, du respect des cultures, du respect des croyances et du respect des traditions. Donc, ces États-là ont un fric fou, ils ont une capacité de nuisance qui devient de plus en plus importante, compte tenu des pétrodollars qu'ils ont, et ils nuisent forcément à l'égalité qu'ils entravent, mais également aussi à la reconnaissance des droits des homosexuels. Et la manifestation internationale où cette alliance a vraiment pris forme, ça a été la conférence du Caire en 1994 sur la population, où là on a vu clairement des États musulmans eh bien, serrer la main au patriarche là, du Vatican pour justement remettre en cause les droits reproductifs des femmes. Donc on sait très bien que lorsqu'il est question sur la scène internationale des droits reproductifs, c'est-à-dire de l'avortement et de la contraception, eh bien, il y a des alliances, qui se font. Et d'ailleurs, il y a des résolutions qui sont là dans les couloirs de l'ONU, qui sont à chaque fois remises sur la table et qui ont pour but de criminaliser le blasphème. Ça a été fait avec le Pakistan et le soutien de pays comme l'Égypte et plein d'autres États musulmans, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Bon, bref, c'est pour vous dire que lorsqu'on se met à réfléchir sur les intégrismes religieux, eh bien, on constate deux choses, qu'au sein des pays, qu'ils soient musulmans ou occidentaux, eh bien, au sein des pays pris individuellement, il y a des manifestations sérieuses qui nous démontrent que l'intégrisme, eh bien, il égratigne et il gagne du terrain, mais aussi sur la scène internationale, eh bien, laissez-moi vous dire que les intégrismes, eh bien, ils se portent très bien. Nous allons prendre 3 autres questions. Alors, c'est embêtant, ça s'est battu très rapidement. Alors, pour ne pas faire de discriminer, nous allons commencer par le premier rang, vous deux, et ensuite mademoiselle, pour les autres, la prochaine série de questions. Allez-y, monsieur, madame et madame ici. Pierre Cloutier, Mouvement québécois. Le Conseil du statut de la femme a publié un rapport sur le crime d'honneur dont la presse faisait état aujourd'hui. Il semblerait que le crime d'honneur concerne évidemment le fait que des jeunes filles islamiques sortent avec des garçons qui ne sont pas. Pour les remettre au pas, eh bien, tout de suite, le port du voile est utilisé comme première étape d'un dressage qui peut devenir un dressage en férocité.
et qui vise à faire de la femme justement une productrice islamique, qui vise à assurer l'endogamie. C'est-à-dire que si on conçoit le voile dans ce cycle-là, qui éventuellement peut mener au crime d'honneur, ça fait tout de même ressortir son usage et son utilisation. Pourriez-vous commenter? Vous, c'est qui? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde, voilà. Moi, je vous demandais aussi de préciser toujours à qui votre question La s'adresse. question s'adresse à tous. Et moi, c'est Ghislaine Larose. C'est une petite remarque que je voulais faire peut-être, puis je dis peut-être un commentaire de la part de Louise. Tu as parlé tout à l'heure des organismes qui se mobilisent contre la laïcité. Moi, je voulais simplement dire qu'il y a un organisme particulier qui s'appelle l'Association Amal, bien sûr, et qui utilise la laïcité ouverte, bien sûr, on le sait, mais dans leur argumentaire, ils utilisent beaucoup la discrimination à l'emploi. Et ils font de ça leur cheval de bataille. Parmi d'autres peut-être, mais c'est très, très fort, parce qu'ils reviennent constamment sur la discrimination à l'emploi, donc, et l'argument qui est utilisé souvent, c'est si on demande à la femme d'enlever son voile, que fait-on avec le barbu? Alors, ça revient constamment, ça. Alors, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Puis, deuxièmement, je voulais juste dire qu'il y a une différence, je pense, Monsieur André, entre le féminisme musulman et le féminisme islamique. Et je pense que ce dont vous parlez, il s'agit du féminisme islamique. Et ce soir, là-bas, la personne qui est invitée, je pense qu'elle fait partie d'un féminisme dit islamique. Et Wassila Tamzali, aujourd'hui, était sur les ondes de Radio-Canada, et puis elle a parlé de ce féminisme islamique qui n'existe pas, dans le fond. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, très intéressant. Oui, bonjour, Salia Abdébé, enseignante. Alors, je pose ma question, je vais avoir le commentaire de Jamila Benhabib ou sinon Louise Maillot. Alors, ma question, elle est toute simple, c'est sur la laïcité, oui, c'est une bataille qu'on doit gagner, oui, oui, elle permet un cadre juridique, oui, mais est-ce que c'est la seule bataille? Quand on voit les adversaires, ils œuvrent sur tous les fronts et ils attaquent sur tous les fronts, pas seulement dans le cadre des œuvres caritatives, pas seulement dans les universités, c'est partout. Je sais qu'ils sont financés, ils sont organisés, etc. Mais est-ce qu'en perspective, est-ce qu'il n'y a pas d'autres champs, d'autres actions à mener? Je ne minimise pas le projet de loi pour la laïcité, pour le champ des valeurs, pas du tout, mais je sais qu'on doit se mobiliser pour l'instant pour ça, mais n'y a-t-il pas d'autres moyens pour aller plus loin, parce qu'ils ne s'arrêteront pas et ce n'est pas ce projet qui va certainement mettre un terme à leurs actions. Merci. Je vais d'abord commencer par répondre à la dernière question, celle de Sally. Le projet de loi du PQ, c'est minimal, à mon sens. Bon, alors, il faut penser... C'est un premier pas. Hein? Lao Tzu, il disait, parce qu'il est décédé, les plus grands voyages commencent toujours par un premier pas. Le plus difficile, c'est le premier pas. Et cette charte-là, pour moi, c'est le pas le plus difficile, c'est-à-dire il faut commencer quelque part, il faut mettre le pied à terre, il faut s'affirmer, il faut dire que nous, ici, on veut un Québec laïque. Et un des premiers éléments, j'espère qu'ils ne feront pas juste retirer le crucifix, mais qu'ils vont demeurer fermes sur l'interdiction du port de signes religieux. Maintenant, bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas penser qu'avec ça, tout va être réglé.
Et ça veut donc dire qu'il faut faire autre chose, et pour faire autre chose, on a besoin d'une analyse. Je reviens à ce que Djamila disait tout à l'heure. Les islamistes, ils ont déjà... ils ont travaillé comme ça en Algérie, ils ont travaillé comme ça dans d'autres pays, et on peut supposer qu'ils doivent avoir à peu près la même stratégie ici, c'est-à-dire on va du côté des femmes, on fait de l'entrisme, par exemple, à la Fédération des femmes du Québec, un des plus gros organismes au Québec pour les femmes, bon, etc. Ils sont rendus là. Est-ce qu'ils vont tranquillement s'attaquer au Conseil du statut de la femme? On verra. Mais ils sont au niveau de l'éducation. Djamila parlait, ils vont du côté de l'éducation. On sait pourquoi. C'est les enfants. C'est là où on commence à formater les cerveaux, banaliser la religion, banaliser le voile, et, bon, etc. Vous connaissez un peu l'histoire. Donc, et si on regarde ici, là où les femmes musulmanes sont le plus présentes, c'est évidemment dans les garderies et dans les écoles. On est dans le milieu de l'éducation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le milieu, si on pense en termes de stratégie, on fait quoi par après? Je pense que par après, il faut absolument cibler le milieu de l'éducation parce que je pense qu'eux, ils l'ont déjà fait. Alors, c'est là où il faut aller. Et là où il faut aller, ça veut dire quoi, entre autres? Toute la question des subventions aux écoles privées, confessionnelles, aux écoles religieuses. Alors, ça n'a aucun bon sens qu'un État laïque subventionne des croyances qui sont particulières, donc, et qu'on se serve de l'argent public pour financer donc de l'endoctrinement. Il y a une autre bataille aussi. Bien, et là, j'en parle tout de suite, je voulais en parler en dernier, et c'est d'essayer de préserver la liberté d'expression. Si on veut continuer à se battre pour la laïcité, la liberté d'expression, c'est la première chose à préserver. Si on perd ça, ça va être difficile par après de demander la laïcité, bon, alors de dénoncer les intégrismes, etc. Je dirais que de mon souvenir, une des premières personnes qui a dénoncé les intégrismes, l'intégrisme islamiste, ici au Québec, c'est Djamila Benabil. Oui. Oui. Je pense qu'elle a vraiment ouvert le chemin, elle nous a ouvert les yeux, elle nous a décomplexés, pour pouvoir, en tout cas, certains d'entre nous, pour pouvoir parler, s'intéresser, nous allumer sur ces questions-là, s'intéresser à ça et essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, depuis 2009, Djamila est allée à la fameuse rencontre, d'ailleurs, je l'accompagnais à la Fédération des femmes du Québec, où ils ont pris position pour permettre le port de signes religieux. Et 2 jours après, il y avait un texte percutant de Djamila dans les journaux. Elle a fait passer la semaine à faire le tour des médias, un texte magnifique avec un beau titre, celui de Zola dans l'affaire Dreyfus, « J'accuse ». Et elle a commencé, donc elle était la première à dire que la Fédération des femmes du Québec était contaminée par les islamistes. C'était la première fois qu'on entendait ça à la télé. Ici au Québec, à Radio-Canada, puis bon, à LCN, etc. Alors, et petit à petit, oups, alors, et Djamila a continué. Et elle s'est retrouvée, Simon-Pierre en a parlé au tout début, maintenant, c'est évidemment la personne qu'on veut faire taire. Et en faisant taire Djamila, il ne faut pas perdre de vue qu'on envoie le message à tous les autres, c'est-à-dire, vous devrez, vous aussi, vous taire. Donc, à l'heure actuelle, elle a une poursuite en justice sur le dos. Ce qu'on veut faire, c'est la casser. L'user psychologiquement et l'user et la casser d'un point de vue financier. Bon. Alors, il est important, d'une part, de la soutenir, bien évidemment, mais il faut comprendre aussi que le combat qu'elle mène sur la question de la liberté d'expression, ce n'est pas qu'un combat personnel, bien que ce soit elle qui soit visée et non pas le Journal de Montréal ou la station 98. Bon, c'est pas pour rien. Alors,
C'est pas pour rien qu'on s'en prend à Jemila Benhabib, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce combat-là qu'elle mène, elle a besoin de notre soutien, et elle le mène, et en le menant, elle défend la liberté d'expression pour tous les Québécois qui sont derrière elle et qui, par exemple, comme moi, veulent prendre la parole et dénoncer les intégrismes. C'est la raison pour laquelle cette poursuite-là, elle a une dimension politique qui dépasse même le cadre de la personne de Jemila. Donc, c'est très important. Alors, je vous le dis tout de suite, là, on fait appel à du soutien financier. Je vous demanderai de le dire dans vos réseaux, d'en parler aux gens. C'est pas compliqué. Vous allez sur je soutiens Jemila tout ensemble.org. Vous pouvez faire des dons par carte de crédit, par chèque également. Ce soir, vous pouvez aussi faire des dons en sortant, remettre ça à Gilles à la table. Donc, ça va être un combat qui va être long. Et on a besoin donc du soutien de tout le monde pour la défense de Jemila et aussi de la liberté d'expression au Québec. Si on gagne ça, ça veut dire qu'on aura le droit de dénoncer ce qui se passe donc dans ces écoles où on fait de l'endoctrinement. Et le combat est important aussi pour justement parce que ça va nous permettre de questionner qu'est-ce qu'on fait exactement avec notre argent? L'école qui poursuit Jemila, elle est subventionnée à raison de 400 000 $ par an. C'est presque un demi-million qu'on donne à ces gens-là pour voiler des petites filles quand elles arrivent en 4e année et qu'elles ont 9 ans. Et voiler les Québécois qui enseignent là-bas, elles voilent les Québécois qui enseignent là-bas, et elles ne sont pas d'accord pour ne pas être voilées dans les écoles. Alors, pour vous dire la contradiction. Ça fait assez cher de la verge pour un... Merci, mais on va essayer d'éviter l'anarchie, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. C'est donc je soutiens Jemila.org si vous voulez payer par comptant. C'est à M. Toupin. À l'entrée, on a besoin des dons de tout le monde. Ici, c'est par chèque. Je précise que le chèque doit être à l'ordre de Génération Nationale, le groupe que je vous ai présenté, que je préside, mais que ce n'est pas notre compte comme groupe. C'est un compte spécial qu'on a créé, mais en utilisant notre entité, parce que la totalité des dons vont aller à la défense de Jemila. Bravo. Il faut que les autres réagissent. Donc, prochaine étape, mettre fin, Sally, aux subventions aux écoles privées confessionnelles. Je laisse la parole à d'autres. Évidemment, avant de reprendre vos questions, pour revenir, on a un peu dévié sur la poursuite, mais il y avait donc des questions qui étaient adressées aussi aux deux autres panélistes. Je leur laisse la parole. Pour continuer sur ce que Louise disait, effectivement, de mettre fin aux subventions aux écoles privées, c'est extrêmement important. Mais je pense aussi que, par rapport à ce que je disais tantôt et qui passe souvent inaperçu, on devrait aussi demander l'abrogation de l'article 319 du Code criminel qui se lit comme suit, l'alinéa B, qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour propagande haineuse s'il a de bonne foi exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit. Alors, c'est l'ajout qui a été fait en 2004 pour mettre à l'abri les religions, particulièrement sur la question de l'orientation sexuelle. Parce que si un tel article n'existait pas, puis on mentionne dans le Code criminel l'orientation sexuelle, à ce moment-là, on pourrait accuser l'Église catholique, qui dit que c'est une abomination, ou toute autre Église, de faire une propagande haineuse. Et c'est sûr que tous les groupes religieux s'en servent. J'étais au mois d'août à Sherbrooke, où il y avait pour la première fois une activité publique de fierté gay, et qui était là, l'autre bord de la rue, a protesté? Les évangélistes. OK? Alors, ils viennent toujours dans ces activités-là et ils sont protégés par la loi. On ne peut pas les accuser de faire de la propagande haineuse. Ils sont protégés par la loi. Alors, et de demander l'abrogation d'un tel article, ça pourrait aider ces religions-là à avancer et à rentrer dans le 3e millénaire.
Parce que s'ils étaient poursuivis pour leurs propos haineux, peut-être qu'ils actualiseraient peut-être un peu leur discours, même si personnellement je crois à aucune de ces religions-là, mais ça peut peut-être les aider à avancer. Par rapport à ce que vous disiez tantôt, moi j'ai repris les termes que ces soi-disant féministes utilisent. Alors, Madame Ibnou Zahir se dit de la collective des femmes musulmanes, et celle qui parle ce soir aussi se dit une féministe musulmane. Peut-être que Jamila peut m'éclairer, mais je ne pense pas qu'il y a une grande différence de sens entre musulman et islamique. Mais islamiste, oui, mais pas islamique et musulman. Oui, mais moi je disais islamiste. Ah, OK. Ben, en fait, juste pour ajouter quelques éléments de réflexion, c'est tout de même fou de constater que au sein de la Fédération des femmes du Québec, puisqu'il s'agit de la FFQ, eh bien, il y a quasiment, pratiquement toutes les anciennes porte-paroles de présence musulmane. Laïla Abdir, ancienne porte-parole de présence musulmane, Asma, dont André parlait, c'est aussi l'ancienne porte-parole de présence musulmane. Laïla Abdir, dont la cousine et Dalila Ouada se trouve aussi à la Fédération des femmes du Québec, et tout ce beau monde se trouve également à Québec solidaire. Donc, on est forcé de se poser des questions légitimes quant à la présence de ces personnes qui défendent un lobby particulier, c'est-à-dire celui du prédicateur Tariq Ramadan, qui siège dans le Conseil de la fatwa et de la recherche européen, c'est-à-dire qui endosse l'ensemble de ces fatwas au sein de groupes de gauche et de groupes féministes. En plus également de Samira Laouni, qui, elle, incarnait un autre lobby islamiste, donc canadien, qui se retrouve à la Fédération des femmes du Québec. Plus encore, il faut aussi savoir qu'ils se sont bien répartis le travail, en ce sens que Laïla Abdir et sa petite cousine Dalila Ouada, elles sont chargées d'accueillir au sein de la Fédération des femmes du Québec et de parrainer les communautés culturelles, alors que Samira Laouni, elle, fait partie du comité ad hoc chargé de la laïcité au sein de la Fédération des femmes du Québec. Je rajouterai également que la fédération, cette même Fédération des femmes du Québec qui accueille à bras ouverts donc, ces militantes-là islamistes, a chassé d'autres militantes féministes comme Michèle Sirois et Laïla Lesbeth parce qu'elles ne partageaient pas l'opinion de ces féministes islamistes. Donc autant il y a de la place pour ce féminisme islamiste, mais il n'y en a pas pour des féministes universalistes telles que Michèle Sirois et Laïla Lesbeth. En fait, moi, lorsque j'ai assisté à cette rencontre soi-disant spéciale pour donc voter la résolution qui dit Nini, c'est-à-dire on est dans cette histoire de multiconfessionnalisation de la présence de l'ensemble des signes religieux dans la fonction publique, moi je connaissais personnellement certaines militantes islamistes, donc ça a été facile pour moi de pouvoir les identifier. Elles étaient une vingtaine, elles étaient toutes assises au premier rang, et lorsque la résolution a été adoptée, je ne vous dis pas les cris de joie qu'elles ont poussés, alors qu'il y avait d'autres féministes venant des pays musulmans, comme moi. Il y avait également des Iraniennes qui voulaient attirer l'attention de l'auditoire face à la gravité de la proposition et de la résolution qui était débattue, et on nous a bâillonnés. Donc on nous a pratiquement interdit de nous exprimer, en ce sens qu'on nous a donné 2-3 minutes, mais bon, même avec les 3 minutes, j'ai pu créer un certain mouvement dans l'audience, et donc après, ils ont décidé de suspendre les débats pour la journée et d'appeler donc au vote.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une bataille politique qui est en train de se mener. Lorsque on interdit le port des signes religieux à la fonction publique, ça peut paraître un geste minimal et minimaliste, en effet ça l'est, mais laissez-moi vous dire que c'est aussi un signal qu'on envoie à l'ensemble des lobbies politico-religieux et qu'on envoie aussi à ces hommes barbus. Et à chaque fois que l'État est quelque peu mou et accommodant, il y a prolifération des voiles islamiques et il y a donc ces barbes qu'on voit affichées d'une façon ostentatoire. Mais à chaque fois que l'État affiche une certaine fermeté, eh bien il y a recul de la part de lobbies politico-religieux. Donc c'est aussi une bataille politique, en ce sens qu'on doit créer un rapport de force, non plus en la faveur des lobbies politico-religieux, mais un rapport de force qui va profiter à l'ensemble des Québécoises et des Québécois, et en particulier à la nation québécoise qu'on veut laïque, libre de toute religion, ne serait-ce que dans l'espace public. Je m'appelle Akil Ourja, je suis le cofondateur de ACNAI. Bon, avant de poser ma question, bon, j'aimerais rebondir sur une situation qu'a citée M. Serrois. C'est quand il a posé la question pourquoi à Montréal il y a tant de voiles qu'aux Nations Unies. Moi, j'aimerais bien souligner un point, c'est que votre argent, dans les années 90, 91, l'argent qui est circulé dans les mosquées de Montréal, c'est cet argent qui a financé les groupes du GA et de l'AIS en Afrique. Sachez bien que il n'y avait personne, même les hommes politiques en Occident, ils n'ont jamais dénoncé le recrutement dans les pays comme l'Angleterre, le Canada, les États-Unis et aussi même en Allemagne. Il a fallu le 11 septembre 2001 pour que l'Occident découvre la férocité de l'islamisme ou de l'islam politique. Donc nous, on a souffert, on a lutté les années 90, 91, 80, jusqu'à 97. Donc il a fallu ce revirement de situation pour que les gens sachent que l'islamisme est l'ennemi numéro 1 de l'humanité. C'est ce que j'appelle moi une gangrène, un cancer, le H1N1. Parce que c'est un virus qui essaye de s'accommoder, de trouver des stratégies, de changer de tactique à tout moment. D'ailleurs, actuellement, il a trouvé une stratégie, c'est le féminisme, ce qu'on appelle le féminisme islamique. Alors que quand on parle de la religion et la négation du féminisme. Alors c'est pas possible. Alors, moi aussi, je ne vais pas vous cacher ma peur, mon scepticisme, c'est que j'ai peur à ce que mes enfants deviennent des islamistes ici qu'en Algérie. Parce que je pense que même la politique d'intégration, on doit la discuter. Parce qu'il faut savoir que l'échec de l'intégration, je le dis à chaque fois, à chaque rencontre, l'échec de l'intégration encourage et nourrit l'intégrisme religieux, l'intégrisme islamiste. Parce que quand je parle de l'islamisme, pour moi, je ne parle pas d'autres religions. Parce que pour le moment, on n'a jamais tué un juif parce qu'il n'a pas voulu mettre la kippa. On n'a jamais tué un chrétien parce qu'il n'a pas voulu mettre une carotte. Mais on a tué une musulmane, on a tué des musulmans parce qu'ils ne voulaient pas mettre le voile. Donc je reviens à ma question. Je entre en parenthèse, dernièrement, dans quelqu'un qui m'avait raconté, je pense, il m'a dit que dans une mosquée à Montréal,
je pense, ils ont pu ramasser 40 000 $. Dans ce qu'on appelle les zakat. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une instance qui contrôle cet argent, parce que cet argent, je l'appelle l'argent sale qui encourage les groupes islamistes ou qui encourage le travail de l'obscurantisme. Donc, j'aimerais revenir sur la question, je l'adresse à Mme Maillot, c'est concernant la relation entre le projet de la Charte des valeurs québécoises et la revendication nationale, la nation. Moi, ça m'a étonné, d'ailleurs, au moment même, je n'arrive pas à expliquer cette situation, au moment même où il y avait un débat sur la Charte des valeurs québécoises, il y avait aussi au Canada, on a essayé de faire passer ou de remettre en cause ce qu'on appelle le vote souverainiste 50 plus 1. Voilà, la loi 90, d'ailleurs, je l'ai noté. Alors, est-ce que la solution n'est pas dans l'indépendance? Parce que, au lieu de tourner, parce qu'actuellement, ce que je pense, moi, c'est qu'il y a deux projets antagoniques. Il y a un projet archaïque qui est représenté par ce qu'on appelle la culture, l'idéologie multiculturaliste. Il y a un projet moderne qui est présenté par le Québec. Donc, est-ce que c'est... Je vous remercie infiniment. Ma question est, soit on est ici, on est quelques personnes, on n'est pas des milliers, et on a appris énormément de choses. Et je m'aperçois avec la désinformation, avec les médias, on n'a pas toute l'information. Et il y a des coins reculés et tout à l'extérieur de Montréal qui ne sont pas nécessairement bien informés. Comment on va faire pour informer le plus de Québécois par rapport à ça? Parce que c'est ça qu'il faut. Quel est le plan qu'on peut établir pour informer le plus de Québécois possible? Parce que moi, à ce soir, j'en ai appris beaucoup, puis je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui auraient à prendre de réunions demain, et on n'est pas si nombreux à ce soir. Alors, est-ce qu'il y a des plans de prévu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour finalement passer cette information-là au plus grand nombre de Québécois et de toute nationalité? Okay? On pourrait transmettre sur YouTube. On pourrait transmettre sur YouTube. Ma question est pour Mme Benhabib. Ma question est pour Mme Benhabib. Je suis un simple citoyen. Je ne suis pas un activiste. Je l'aurais peut-être été si j'avais plus de temps, mais dans tous les cas, je me pose beaucoup de questions sur la religion. Ça a commencé par le christianisme, et puis récemment, c'est devenu l'islam. Parce que c'est le sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a au moins 1,5 milliard de musulmans sur Terre? Il y en a forcément là-dedans qui sont des vrais laïcs. On ne sait pas lesquels. On ne sait pas lesquels disent la vérité, on ne sait pas lesquels mentent. Mais dans tous les cas, ce qui m'intrigue, c'est ce qui se passe en ce moment en Égypte. En Égypte, vous avez un pays qui est divisé en deux, et vous avez des gens qui, il semble en tout cas, sont prêts à risquer tout pour la laïcité. Qu'est-ce qui les a réveillés? Est-ce que c'est moi qui rêve, ou est-ce que c'est une illusion, ou est-ce que ces gens-là sont vraiment en train d'essayer de combattre l'islamisme? C'est ce que je me demande. Donc, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce que l'islam pourrait se dépolitiser un jour, comme le christianisme l'a fait, même si ça lui a pris 1000 ans? À court terme, je veux bien croire que c'est impensable, mais écoutez, c'est 1,5 milliard de personnes. Il y a forcément des gens qui... Vous êtes nés là-dedans. Il y a moyen de s'en sortir, là. Tantôt, la question était posée, est-ce que ça ne pose pas la question de l'indépendance? Je pense que c'est assez évident que si on ne veut pas être pris constamment dans des débats qui n'en finiront plus, qu'à un moment donné, comme Québécois et Québécoises, il va falloir se brancher
et se donner un pays qui nous ressemble et qui défende les droits auxquels on croit, les libertés auxquelles on croit. Ça, je pense que c'est assez incontournable parce que, bon, on sait, même si on adopte une telle charte ici, elle peut être attaquée, elle peut être contestée. L'État fédéral applique une autre politique. C'est la confusion totale. Et si on veut avoir véritablement un vivre ensemble clair et net, à un moment donné, c'est sûr qu'il va falloir se brancher, puis on ne peut pas rester éternellement assis entre deux chaises. Alors, il va certainement falloir prendre notre avenir définitivement en main et cesser de tergiverser sur toutes ces questions-là. Tantôt, la question était soulevée aussi de l'information. C'est sûr qu'on pourrait rêver que tous les médias qui, à l'heure actuelle, boycottent plutôt l'information et qui sont assez biaisés, se convertissent tout d'un coup. Je ne suis pas convaincu que ça marche. Il y a plusieurs médias qu'on peut par contre utiliser. J'en ai un très modeste, mais il ne faut pas négliger aussi les médias sociaux. Regardez ce qui est arrivé l'an passé avec la grève étudiante. On a vu la force des médias sociaux. Juste vous relater une anecdote. Moi, j'ai été dans le mouvement étudiant dans les années 80-90 et j'étais porte-parole du mouvement étudiant lors de la grève contre le dégel des frais de scolarité. Et quand a débuté la grève étudiante, je suis allé me promener à l'UQAM pour voir c'est quoi qui se passait, c'était quoi sentir la chose. Et je voyais des bannières nulle part. Nous, habituellement, on avait des bannières, des affiches, des tracts. Je voyais rien de tout ça, puis je me disais, ça va être un flop. Et après, j'ai vu la force des médias sociaux et tous les autres observateurs de mon époque dans le mouvement étudiant. On assistait aux manifestations de nuit, puis on se disait, comment ils peuvent rassembler 5 000, 10 000, 15 000 personnes, alors que nous, on avait de la misère à rassembler 7 000 personnes avec nos tracts et nos affiches. Alors, il ne faut pas négliger la force des médias sociaux. C'est une alternative démocratique qui peut servir à diffuser largement l'information. Et pour l'avoir fait modestement avec le collectif qu'on a créé sur Facebook, les LGBT pour la laïcité, je pense que juste de faire ça, ça diffuse l'information et ça libère la parole. Un des problèmes qu'on a dans notre communauté, c'est que malgré qu'on soit directement affecté par ces questions-là, les organismes de la communauté qui sont très fragiles, très peu financés, hésitent à se mouiller dans des questions qui ne sont pas spécifiques et qui peuvent diviser. Et c'est pour ça que j'ai décidé de former un tel groupe. Mais juste le fait de prendre la parole et de diffuser l'information, ça fait en sorte, ça change la dynamique à l'intérieur de la communauté. Pour poursuivre sur la question comment faire pour informer les Québécois en région. Bon, alors André parlait des médias sociaux. Il y a aussi aller les rencontrer. Maintenant, c'est évidemment une question d'argent. J'étais hier midi à Saint-Donat, à l'entrée du parc du Mont-Tremblant. C'est quand même un petit bout. C'est un petit village de population de 4000 personnes. Et puis, on a réuni une quarantaine de personnes. Quand je dis on, je devrais dire l'Université du troisième âge. L'antenne à Saint-Donat a réuni une quarantaine de personnes. Il y a eu un débat entre moi et un juriste de Québec solidaire qui défendait, vous savez quel point de vue, et la charte, etc. Alors, faire l'éducation comme ça, c'est une question d'argent, bien évidemment aussi. Maintenant, sur la question de la laïcité, question nationale, c'est évident que si on n'avait pas la Cour suprême sur le dos, ce serait fantastique. Ce serait toujours ça de gagner. Mais en même temps, même dans un Québec indépendant, ce que je souhaite, mais même dans un Québec indépendant, la question de la laïcité va demeurer encore un combat. Ça va encore être un combat à mener. Les intégristes ne disparaîtront pas si le Québec devient indépendant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la laïcité, c'est une question républicaine, c'est pas une question nationale. Je veux dire par là que ça concerne la séparation des églises et des États, alors que ce soit dans un Québec indépendant ou non, mais bien évidemment, si on n'avait pas la Cour suprême avec
toute l'industrie du multiculturalisme, j'en ai parlé tout à l'heure, ce serait déjà beaucoup. Alors, mais de là à dire qu'on ne peut pas dissocier les deux combats, ça c'est une autre histoire. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire, grosso modo. Comment informer le Québec? Écoutez, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie par la multiplication de nos voix. Il ne faut pas du tout sous-estimer l'importance de la prise de parole. Moi, je peux vous dire que depuis la publication de Ma vie à contre-courant, voilà 5 ans, je n'ai ménagé aucun effort pour bourlinguer au Québec. J'ai visité, écoutez, y compris des villages, grâce à mon GPS et grâce à mes amis qui m'accompagnaient, notamment Louise bien souvent, mais aussi d'autres amis. Donc je n'ai compté ni mes heures, ni mes soirées. C'est du temps que j'ai mis vraiment pour sensibiliser, pour éduquer, pour échanger, pour écouter, également pour essayer d'être un pont entre les régions, entre les cultures, entre ce qui se dit ici, mais ce qui se dit également en Europe, dans le Maghreb et au Moyen-Orient, parce que les conférences auxquelles je participe, eh bien, elles ont lieu aussi bien au Québec, mais aussi en Europe, au Maghreb et au Moyen-Orient. Donc, cette prise de parole, elle est importante. D'ailleurs, la Charte des valeurs québécoises, elle suscite aussi l'intérêt de nos amis européens qui se questionnent à savoir, mais c'est quoi cette Charte des valeurs québécoises? Mais ils sont bien audacieux, ces Québécois qui osent parler de laïcité en Amérique du Nord. Mais c'est quoi ça? Viens nous en parler. Donc moi, je vais prendre la parole bientôt à Bruxelles, justement avec dans un colloque où il sera question donc de laïcité pour défendre le point de vue que j'ai défendu aujourd'hui, mais je suis aussi invitée, donc il y a des invitations plus formelles, plus institutionnelles, comme le Sénat français, qui ont également envie de comprendre, eh bien, c'est quoi la Charte des valeurs québécoises? Et on nous parle, enfin, Bouchard vient nous dire qu'il y a ce modèle des accommodements raisonnables qui marche très bien, mais d'un autre côté, moi je vais toujours après lui pour défaire ce qu'il dit, donc vous imaginez le boulot. Tout ça pour vous dire que la prise de parole, elle est extrêmement importante, il ne faut pas la sous-estimer. Vous êtes des amplificateurs de nos paroles, et donc les repas familiaux, les voisins, les collègues, bref, ce sont des ondes de choc, et il va falloir que l'onde de choc, eh bien, elle grandisse, qu'elle soit sismique, systémique, et qu'elle puisse ébranler le temple du multiculturalisme. Pour revenir à la question concernant l'islam politique, est-ce que l'islam pourrait être dépolitisé? Ce qui se passe en Égypte, bien entendu, est extrêmement intéressant, mais ce qui se passe en Tunisie aussi, et ce qui se passe en Turquie, bon, à des degrés divers, bien entendu. Moi, je pense fondamentalement que l'islam politique n'est pas le produit d'une culture. Je considère que l'islam politique est un mouvement totalitaire, comme l'a été le fascisme, comme l'ont été les mouvements fascistes en Europe à partir des années 20. Et la lecture que je fais de ce mouvement-là, c'est vraiment la même lecture, j'ai exactement le même prisme d'analyse pour lequel j'utilise lorsque je parle de l'Europe de 1920. Il faut savoir que dans cette Europe de 1920, dans ce pays extrêmement raffiné tout de même, qui est l'Allemagne, avec ses philosophes et avec ses musiciens, eh bien, il y a eu une dérive absolument épouvantable. Donc, c'est pas
il n'y a pas de culture qui immunise contre les dérives de ce type-là. Malheureusement, aujourd'hui, on assiste à une terrible dérive qui s'appelle l'islam politique, qui veut s'imposer non seulement dans le Maghreb, dans le Moyen-Orient, mais un peu partout dans le monde. Y a-t-il eu des moments dans l'histoire où l'islam ne se concevait pas de cette façon-là et ne s'appliquait pas de cette façon-là? Bien entendu, il y a eu un processus de sécularisation qui a été, dont le coup d'envoi a été donné par Atatürk. On en connaît aujourd'hui le produit, mais il y a eu aussi cette expérience absolument extraordinaire en Tunisie avec Bourguiba qui a tourné le dos au dogme islamique en rejetant tout de même la polygamie, la répudiation, en offrant aux femmes la possibilité donc, de divorcer dignement. Et ça, il l'a fait parce que en Tunisie, il y avait aussi un courant de théologiens réformateurs et des modernistes. Alors, cela étant, moi je pense que oui, on peut penser qu'un jour, on puisse revenir à une expérience beaucoup plus tolérante, beaucoup plus accommodante avec l'islam. Mais cela étant, on ne pourra arriver à ce résultat que si politiquement, on émet cette hypothèse de la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux, donc l'islam vécu comme une religion et non pas comme une politique. Et aujourd'hui, toute l'équation en réalité se résume en ces termes-là, c'est-à-dire reprendre cette belle phrase que citait souvent Victor Hugo, à savoir l'Église chez elle et l'État chez lui. Et moi j'ai envie de dire, la mosquée chez elle et l'État chez lui. Mais on en est encore bien loin. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être réalisable. C'est une bataille absolument importante, cruciale qui se joue. D'ailleurs, moi je suis impliquée dans cette bataille et si vous voulez, les attaques que je reçois au Québec, je les reçois également en Algérie parce que mes livres sont publiés en Algérie, l'ensemble de mes livres sont publiés en Algérie et je vais rencontrer donc aussi le public algérien qui m'est très cher et mon éditeur reçoit des pressions. D'ailleurs, on l'a éjecté, je devais me rendre au Salon du Livre d'Alger et là, on nous a appris aujourd'hui qu'on l'avait éjecté du Salon du Livre d'Alger en le reléguant pratiquement dans les couloirs, alors que ma venue avait été annoncée depuis assez longtemps. Donc, bref, ce sont les mêmes qui se liguent ici et ailleurs, justement pour bâillonner cette voie de la modernité, cette voie de l'émancipation, et ce n'est pas pour rien qu'on essaye de nous faire taire. Et par ailleurs, je voudrais vous dire aussi que moi, en publiant ma vie à contre-courant en 2008, je savais très bien que ce combat allait être un combat passionnant, certes, mais aussi un combat difficile. Et je mesurais parfaitement les risques que je prenais et les dangers auxquels je m'exposais. Et aujourd'hui, c'est vrai, ça me permet d'encaisser les coups avec une certaine philosophie, parce que les islamistes, je les connais par cœur, leur stratégie, je les ai étudiées. D'ailleurs, dans les soldats d'Allah, je parle du djihad juridique, et aujourd'hui, je le subis en quelque sorte, ce djihad juridique. Alors ça me permet un petit peu de faire le lien entre la théorie et la pratique. C'est vrai que je me passionne pour la théorie. La pratique, par moment, je pourrais m'en passer. Mais que voulez-vous lorsque on défend des idées si nobles, si généreuses? On s'expose à des risques. Mais de toute façon, moi, rien ni personne ne me fera taire. Ça, c'est certain.
pour mettre en échec le triage juridique, www.jesoutienjemila.org, où on va voir M. Toupin à l'entrée. Merci à vous d'être venus. Ça va être, comme Mme Benhabib l'a dit, ça va être un long combat, mais grâce à vous tous, on va le remporter.